Comment est-ce qu'on fait de manière réaliste pour se protéger d'une menace nucléaire et de faire tout son possible pour être le seul ou parmi les seuls à survivre lors d'une attaque nucléaire? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est fini. Destruction totale. Ensuite, les radiations thermiques et les ondes de choc, ça va concerner les personnes qui seront... Maintenant, vous avez un e-book qui est offert, qui est dans la description. Je vous invite à le télécharger. On parle dans les grandes lignes du survivalisme. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui ont été patients et qui ont attendu la partie 2 de cette vidéo, je peux vous garantir une seule chose, c'est que vous allez vraiment pas être déçus. Il va y avoir une mine d'informations dans cette vidéo. Pour commencer, je vais juste vous préciser quelque chose. On a en France 290 têtes nucléaires d'une puissance de 100 kilotonnes. Pas au global, mais par arme nucléaire. Maintenant, comment on se prépare et on survit à une attaque nucléaire en restant très terre à terre? Premièrement, on va voir une chose. On va parler du cas de Hiroshima. On va parler dans les détails pour que derrière on puisse imaginer les possibilités qui s'offrent à nous. Hiroshima, comme on a parlé, bombe d'une puissance de 20 kilotonnes environ, Little Boy. Le moment où la bombe explose, on va appeler ça la zone d'impact immédiat pour une bombe de l'équivalent de Hiroshima. Survie impossible dans un périmètre de 1,6 km. C'est-à-dire que si vous faites bombarder et que vous êtes à 1 km de l'explosion, c'est fini pour vous. Donc pour quelqu'un qui se trouve dans l'épicentre de l'explosion, il y a très peu de possibilités qui s'offrent à lui. Ensuite, les radiations thermiques et les ondes de choc, ça va concerner les personnes qui seront dans une zone environ de 5 km à partir de l'explosion de l'épicentre de la bombe. Et donc là, on va avoir de sévères brûlures, de sévères radiations. Donc là, pareil, ça va être un petit peu plus délicat, mais au moins, on n'est pas mort sur le coup avec l'explosion. Par contre, on va ressentir fortement une onde de choc et de puissantes radiations. Ensuite, on va voir les retombées radioactives. Donc là, ça va s'étendre à bien plus loin que 5 km. Ça va dépendre des conditions météorologiques, que ce soit du vent, de la pluie, tout ça, il faut le prendre en compte. Mais ça va avoir un impact. Vous savez, les nuages pompent l'eau, la transportent ailleurs. Donc de l'eau qui sera contaminée, forcément, il y aura des zones qui sont beaucoup plus éloignées et qui seront contaminées. Donc bien au-delà de 5 km, on va prendre une fourchette de 15-20 km. Les retombées radioactives seront présentes. Les personnes qui sont dans ce rayon, ils peuvent survivre aux retombées radioactives. C'est totalement possible et on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment est-ce qu'on fait ça. Ça, c'était pour la bombe comparaison Hiroshima. Maintenant, on va parler de la bombe Tsar. On en a parlé la dernière fois, mais je vous ai pas dit dans les détails les chiffres. Préparez-vous, je pense que vous allez flipper quand vous allez entendre ça. Dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres à l'épicentre de l'explosion, c'est fini. Destruction totale. C'est-à-dire qu'à 10, 20, 25, 30 km de l'épicentre de l'explosion, la vie s'éteint instantanément. On a les effets thermiques ensuite. Sur un rayon de plus de 100 km, voire 150, 200 km, incendie partout. Les gens, comme on a parlé dans la dernière vidéo, exposés à des brûlures au 3e degré, instantanément, à plus de 100 km. Et comptez même 200 km. Là, brûlure sévère. Ça fait quand même une sacrée distance. La lumière de l'explosion serait tellement puissante que, comme on en a parlé dans la précédente vidéo, le fait de simplement regarder l'explosion, la rétine est brûlée. Vous ne voyez plus. Vous êtes aveugle. Instantanément. Tellement l'action de la bombe est puissante. Et ça, c'est pas uniquement pour la bombe Tsar. Et ensuite, on a les retombées radioactives. C'est ça notre meilleur ami en cas d'attaque nucléaire, ce qui nous pourrit la vie après et qui est derrière impossible de faire de la vie, de planter, de cultiver, de boire de l'eau. Ça va être les retombées radioactives qui peuvent s'étendre à des milliers de kilomètres. Et dites-vous qu'à partir de là, tout ça dans ce rayon est contaminé. Une explosion de cette envergure-là, forcément, il y aura des effets environnementaux conséquents. On peut appeler ça en quelque sorte aussi un hiver nucléaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film Snowpiercer, c'est un petit peu l'idée, qui sont piégés dans un train avec c'est l'hiver partout dans le monde. C'est un petit peu... C'est clairement ça, un hiver nucléaire, ça n'a rien de surnaturel, c'est un phénomène qui est logique et cohérent avec une explosion de cette envergure-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait de manière réaliste pour se protéger d'une menace nucléaire et de faire tout son possible pour être le seul ou parmi les seuls à survivre lors d'une attaque nucléaire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, vous avez compris que pour une explosion de type Hiroshima et Tsar, ça ne va pas du tout être les mêmes dangers, les mêmes mesures de protection. Il faut décomposer.
ok, la menace. On a l'onde de choc, on a les brûlures, ensuite on a les retombées radioactives dans les grandes lignes. Voilà. Déjà pour l'explosion, si vous êtes au cœur de l'épicentre, ça va être très compliqué de survivre à ça. Pour les effets thermiques, c'est-à-dire les brûlures, 2e, 3e degré, le souffle, là, par contre, on commence à avoir quelques chances de pouvoir survivre. Déjà, si vous êtes dans votre maison, que vous avez les fenêtres verrouillées, la porte fermée à clé, vous êtes mort. Le souffle impactera fortement votre maison, les fondations s'effondreront, les vitres se briseront, propulseront du verre partout. C'est pas la bonne idée à faire. Maintenant, la bonne idée à faire, c'est quoi? C'est d'avoir un abri souterrain à minima. Alors, je dis pas d'avoir un bunker nucléaire dans son jardin, je dis pas ça, mais avoir un abri souterrain. Pourquoi? Parce que derrière, vous serez en quelque sorte à l'abri, vous serez sous-sol. Donc, vous serez beaucoup moins exposé au souffle, à l'impact oui, en quelque sorte vous serez exposé, mais tout ce qui va être brûlure, etc., propulsion de verre, de débris, ça, ce sera plus délicat pour vous d'être atteint. Maintenant, le point clé avec ça, c'est quoi? C'est que vous avez vu que le souffle et l'onde de choc sont tellement puissantes qu'ils propulsent tout un tas de débris partout. Donc si vous êtes dans une zone en pleine ville, autant vous dire qu'il y aura des milliers de tonnes de débris au-dessus de votre tête et là vous serez juste coincé, vous attendrez la mort lentement mais sûrement. Donc l'idéal c'est quoi? C'est d'être dans une zone qui est plutôt dégagée, dans un découvert, que ce soit un champ ou quelque chose de ce genre-là, ok? Pour que derrière on puisse minimiser ce qu'il va y avoir comme débris au-dessus de notre tête. Ça c'est très important à prendre en compte parce que si on a survécu jusqu'à là et qu'on n'est plus en mesure le jour J ou quoi que ce soit de regarder la surface, ça va être très compliqué. Vous pouvez même mourir asphyxié par le manque d'oxygène qu'il y aura dans l'abri souterrain, si votre abri n'a pas été fait correctement. Maintenant pour les retombées radioactives, si vous étiez à l'extérieur, la meilleure chose à faire c'est quoi? C'est déjà d'enlever vos vêtements instantanément. Vous enlevez tous vos vêtements. Ensuite de se rincer à l'eau. C'est minime mais ça permettra en tout cas de limiter tous les déchets radioactifs que vous pouvez avoir sur vous. Ils peuvent être invisibles. Sachez-le, pas quelque chose qui brille forcément en vert fluo, c'est pas ça. À long terme, comment est-ce qu'on fait pour survivre à une attaque nucléaire? Maintenant, ce qui va nous préoccuper, ça va être la contamination omniprésente et la radiation. Il faut savoir une chose, on a les rayons alpha, bêta et gamma. Les rayons alpha sont les moins dangereux, une feuille de papier, ça suffit à les arrêter. Par contre, les rayons gamma sont les plus dangereux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils peuvent pénétrer du béton, ils peuvent pénétrer du bois, ok? Ils sont très compliqués à arrêter. La meilleure solution pour arrêter les rayons gamma, c'est le plomb. Le plomb est la meilleure barrière. Comptez 1 cm à peu près pour réduire de moitié les rayons gamma. Donc, multipliez par 2 ou par 3 ce chiffre si vous voulez être plutôt en sécurité. Il y a une alternative qui est assez intéressante, ce sont des murs qui sont coulés avec du plomb à l'intérieur. Ça, c'est une très bonne alternative qui coûte un peu cher, mais c'est un très bon moyen de pouvoir se protéger efficacement. Donc vous l'aurez compris, la solution que je vais vous recommander, c'est d'avoir un abri nucléaire. Voilà, ça va être l'idée le plus terre à terre possible. Je ne dis pas d'avoir un bunker villa à l'américaine forcément, mais à minima, un abri souterrain équipé de plaques de plomb contre les murs, et là on va pas aller dans le détail parce que la vidéo va être trop longue sinon, mais c'est la meilleure solution pour survivre à long terme, et derrière d'être dans une zone qui est le plus possible dans le découvert, ou bien que les débris qui vont se trouver au-dessus de votre tête ne soient pas du type des pierres de 4000 tonnes qui vont bloquer complètement et obstruer l'arrivée d'oxygène. C'était un plaisir pour moi de vous donner dans les grandes lignes comment survivre à une attaque nucléaire. Il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Voilà la résistance. Si vous êtes allé au bout de cette vidéo, mettez résistance dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao.